Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Bénédicte Poifolle qui est psychanalyste. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour Radio Rivage, pour mon émission Au fil du lien. Merci à vous. Alors, je vous interviewe dans un contexte très particulier. Cette semaine, Radio Rivage, et notamment mon émission Au fil du lien, consacre plusieurs de ses interviews au harcèlement, qu'il soit harcèlement au travail ou scolaire. Donc, je vais vous interroger sur cette thématique, mais avant, j'aimerais que vous présentiez, Bénédicte, auprès de nos auditeurs, en quoi consiste la psychanalyste. C'est quoi d'être psychanalyste ? Alors, être psychanalyste, c'est par le biais d'entretien avec le patient, de dialoguer, de pouvoir dialoguer, mettre en place une relation de confiance avec son patient et de pouvoir travailler sur l'inconscient, qui est l'outil principal du psychanalyste. Donc, on travaille avec l'inconscient du patient et son propre inconscient, qui nous guide aussi sur là où on souhaite aller avec notre patient. Donc ça peut se travailler de différentes façons. Donc on utilise énormément les lapsus que peut faire le patient. S'il fait des rêves, les rêves qu'il nous raconte, qui peuvent nous apporter plein d'informations. Et aussi parfois des souvenirs refoulés qui peuvent ressurgir pendant ces discussions lors des entretiens et qui sont très très importants aussi dans le travail psychanalytique. D'accord. Alors, vous recevez des enfants, des adolescents, des adultes. Quelle est votre formation, Bénédicte ? Alors, moi, j'ai une formation un petit peu atypique parce que j'ai commencé par travailler à l'hôpital et j'ai commencé tout début en tant qu'aide-soignante. Et j'ai travaillé une dizaine d'années en tant qu'aide-soignante. J'ai souhaité ensuite faire la formation d'infirmière, donc j'ai été infirmière. Et c'est là que j'ai commencé à travailler dans des services plus dédiés à la psychiatrie et à la psychologie. Oui. Donc j'ai commencé par travailler en psychiatrie, en service de psychiatrie adulte, en centre médico-psychologique. Ensuite, tout doucement, j'ai glissé vers la pédopsychiatrie et j'ai travaillé en unité d'hospitalisation pour parents bébés. Oui. Et je suis allée aussi vers le centre médico-psychologique pour enfants. Et pendant ce travail d'infirmière, je me suis également formée par le biais de DU, de diplôme universitaire, sur la psychanalyse, sur divers soins en psychologie. J'ai également fait une analyse qui est un peu la condition ultime pour devenir psychanalyste. Et voilà un peu comment je suis devenue psychanalyste. Alors, une analyse qui a duré combien de temps ? Bon, qui a commencé il y a une bonne dizaine d'années et qui continue encore. Ah oui, donc en fait, ce sont de longues années d'analyse. L'analyste, oui, doit être continuellement en analyse pour justement ne pas être surpris par son propre inconscient pendant les séances avec ses patients. D'accord. Alors, concernant vos séances, Bénédicte, est-ce que les patients parviennent à se lancer dans l'introspection et à répondre aussi, en fait, à vos demandes pour les prises en charge ? Les patients, oui, arrivent à répondre à leur façon, avec ce qu'ils sont, avec leurs troubles à eux, leurs difficultés, aux réponses. Ils arrivent à avancer à leur rythme. À leur rythme, oui. Mais je tiens compte toujours du rythme du patient, de ce qu'il peut faire, à quel rythme il peut avancer, de telle façon. La priorité, c'est le patient. C'est lui qui donne le rythme et l'avancée de son travail. D'accord. Donc ma question, en fait, c'était également, est-ce qu'il faut un prérequis pour suivre des séances de psychanalyse ? Non, pas forcément. Le patient va venir, lui, se manifester parce qu'il y a un mal-être, pour un suivi. Alors ça peut être de différentes façons, c'est-à-dire
La personne ne comprend pas pourquoi elle a des difficultés, pourquoi il y a des répétitions dans sa vie qui ne lui conviennent pas, et la personne est mal dans son quotidien et cherche justement des réponses, un appui. D'accord. Je ne sais pas si je réponds exactement. Mais tout à fait. Vous êtes psychanalyste depuis combien d'années, Bénédicte ? C'est assez récent. Assez récent. Oui, je me suis formée tranquillement et j'exerce depuis 1 an environ. D'accord. Vous êtes au Tour du Parc ? Exactement, à la maison de santé du Tour du Parc. Maison de santé, d'accord, pour nos auditeurs. Alors, on comprend que vous êtes, vous avez suivi une formation complète en milieu hospitalier et que l'accompagnement est au cœur de votre prise en charge, c'est-à-dire prendre soin, accompagner, comprendre. Alors, je voudrais vous faire exprimer sur le harcèlement. Le harcèlement dont on entend beaucoup parler dans les médias, alors depuis de nombreuses années, de manière plus précise ces derniers mois concernant le harcèlement vécu par les enfants à l'école, mais aussi en dehors de l'école, et aussi finalement autant également en termes de faits qui sont rapportés par les médias, de salariés dans leurs entreprises. Vous, Bénédicte, comment voyez-vous ce fait de société dont on parle, douloureux, histoire tragique pour beaucoup de familles, quelle vision vous avez du harcèlement en 2023 ? Alors le harcèlement, c'est très complexe parce qu'il y a plusieurs sortes de harcèlement qui existent. Donc comme vous le disiez, donc il y a le harcèlement scolaire, le harcèlement moral au travail, et donc qui est donc le harcèlement moral, le harcèlement scolaire, qui est de la discrimination souvent. Et il peut y avoir aussi le harcèlement sexuel. Mais ça, c'est un autre domaine. En tout cas, le harcèlement scolaire, c'est quelque chose de très compliqué. Parce que c'est très compliqué à déceler pour les familles. Parce que les parents ne sont souvent pas au courant, ne voient pas. C'est quelque chose qui se fait à bas bruit. Après, ça dépend aussi au cas par cas des familles. Il y a des familles pour lesquelles la parole ne circule pas facilement. Il peut y avoir des violences intrafamiliales. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir libérer la parole de son enfant. Et c'est pas toujours évident. D'accord. Donc c'est pas toujours évident. Pardon, oui, je vous laisse finir. Non, allez-y. C'est pas toujours évident parce que souvent, quand le harcèlement est bien anticipé, bien installé, c'est d'autant plus difficile pour l'enfant de parler et de s'exprimer. Parce qu'il y a un sentiment de honte pour lui. Et voilà, ce sont des situations très difficiles et parfois tragiques. Alors, ce que vous nous dites que, on voit des choses de harcèlement. Bon, à l'école, il y a l'aspect visible. Vous dites effectivement c'est compliqué. Et qu'en même temps, il se joue aussi des choses au sein de la vie de famille, en termes de communication. Oui, bien sûr. C'est pour ça que les familles doivent se faire aider également aussi, par le biais d'associations. Il faut qu'il y ait un dialogue qui soit fait avec l'institution, avec l'école. Il faut qu'il y ait une aide complète, enfin le plus possible mettre du tiers dans cette situation qui est très complexe. Et savoir aussi qu'à partir du moment où ça devient du harcèlement, ce n'est plus le problème de l'enfant, ça devient un problème d'adulte. Donc c'est les adultes qui doivent gérer cette situation. D'accord, donc prendre soin et accompagner. Alors, par rapport au harcèlement, vous nous dites effectivement, dans certaines familles, la parole a du mal à circuler, et donc c'est autant finalement un point de vulnérabilité dans cette situation qu'un point qui peut être de force si la famille parvient également à parler des difficultés de communication au sein de la famille, mais également des problèmes ou des rendez-vous manqués, soit avec l'éducation ou soit sur le plan relationnel. Qu'en pensez-vous ?
excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter? Je veux dire par là que vous nous dites, voilà, il peut y avoir dans certaines familles des difficultés de communication, que l'enfant a du mal à parler, donc il faut libérer la parole. Et en même temps, si la famille parvient finalement à améliorer la communication au sein voilà, soit de la fratrie entre les parents et les enfants, ça peut être aussi une ressource importante en termes de résolution des difficultés. Tout à fait, tout à fait. Que l'enfant se sente soutenu par ses parents, que l'enfant le parent puisse voir son enfant, l'entendre, lui dire là écoute, je suis désolée, j'ai pas vu, j'ai pas compris ce qui se passait, voilà, que le parent, la parole se libère, le parent puisse se rendre disponible, sachant qu'il y a des familles, pour la plupart, voilà, le rythme va à 100 à l'heure, chacun a ses choses à faire, les enfants sont sur leurs écrans, les parents sont dans leurs activités, c'est pas le cas pour toutes les familles, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. Et du coup, le fait de pouvoir s'arrêter, d'écouter son enfant et de se dire, voilà, de lui proposer s'il parle pas directement, de lui proposer des réponses. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que c'est ça? Là, j'ai l'impression que ça va pas pour toi. Est-ce qu'il se passe ça? Est-ce que c'était ça? Voilà. Ça, c'est ça, vraiment, ça, c'est un bon chemin entamé pour l'enfant et pour ce qu'il vit. Décoder et identifier. Alors, certains enfants paraissent des proies faciles à l'école. Est-ce que les parents peuvent prévenir ce type de difficulté déjà de relationnel? C'est-à-dire, avant le harcèlement, les spécialistes disent souvent, voilà, on peut identifier ce qu'on nomme des abus relationnels, c'est-à-dire des moqueries, des colibets, et qui paraissent, voilà, un peu des chamailleries, mais qui peuvent déboucher sur des cas de harcèlement. Est-ce que ce moment-là, ce stade-là, n'est pas finalement très riche pour pouvoir intervenir et interagir? Alors, oui, il y a aussi des préventions qui se font, excusez-moi, du coup, je bifurque un petit peu, à l'école primaire, où on sensibilise les enfants aussi à ça, à faire attention à l'autre, à parler de ce que c'est le harcèlement, à prévenir un peu. Donc ça, la prévention aussi, c'est très important. Et ensuite, voilà, sachant que tous les enfants sont victimes quand même, c'est le terme un peu à la québécoise, d'intimidateurs. Donc ça, voilà, tous les jours, un peu dans le quotidien, au collège, ils peuvent un peu. Mais à partir du moment où c'est au-delà de 3 fois, là, ça devient du harcèlement. Quand c'est répétitif, en fait. Voilà, exactement. Et au-delà de 3 fois, ça devient du harcèlement. Du harcèlement, d'accord. Donc ça, c'est déjà un indicateur pour les parents. Alors, nous parlons du harcèlement des enfants, mais les adultes le sont aussi, notamment dans le travail. Alors, comment vous voyez les choses? Bon, voilà, le harcèlement des enfants, voilà, on a échangé sur voilà les identifications possibles, et en prenant en compte aussi la vulnérabilité des enfants. Et là, de plus en plus de salariés, finalement, nous disent, eh bien voilà, je suis harcelé au travail, et ça devient une sorte d'outil de management. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là à harcèlement moral? Le harcèlement moral, ce sont souvent des agissements répétés qui ont pour effet la perte ou l'atteinte à la santé physique et mentale d'une personne. Donc en fait, c'est entre guillemets des abus de la part soit de supérieurs hiérarchiques, soit de collègues au niveau de la même lignée, mais qui donnent de la qui a une emprise un peu sur une personne. Alors ça peut se présenter de plein de manières différentes. Ça peut être en ignorant complètement la personne, en lui faisant refaire faire tout ce qu'elle fait, en dénigrant son travail, en l'insultant. Donc c'est une sorte d'abus. Il y a une psychiatre qui avait écrit, Marie-France Irigoyen,
un livre sur la violence perverse au quotidien, c'est en 98 je crois, et d'où une loi est sortie, la loi pénale de 2002, donc c'est le harcèlement moral est condamné, il y a une jurisprudence, mais ça aussi c'est très très complexe. Et il y a aussi des répercussions très importantes sur les personnes. Et souvent, vous me dites si je m'égare un peu, mais souvent quand la personne se rend compte que ça va pas, souvent c'est trop tard. C'est qu'il y a eu beaucoup trop de difficultés au travail, on lui a demandé tellement de choses, on lui a demandé qu'il y a déjà des répercussions, qu'elle a déjà des problèmes d'insomnie, qu'elle a déjà pris du poids, qu'elle a déjà fait un infarctus. Et souvent, c'est ça qui est trop tard. Et nous, ce qui serait important, ça serait de détecter au plus tôt ce harcèlement moral. Alors, les enfants à la maternelle ont besoin d'être sensibilisés, en fait, sur les difficultés relationnelles, mais les adultes en ont tout autant besoin. Tout à fait. Au sein de leur entreprise, dans leur secteur professionnel. Alors, est-ce que vous pensez que le relationnel est devenu toxique, automatiquement toxique, de par les pressions actuelles, que ce soit pour le travail, avec des difficultés aussi de se projeter par rapport, à la retraite, aux différentes réformes, avec un environnement numérique qui nous change les uns les autres. Est-ce que vous pensez aussi que c'est peut-être dû, si on réfléchit un peu plus loin, à une difficulté d'adaptation à cet environnement qui devient à la fois de plus en plus perfectionné et puis finalement de plus en plus primaire? Je ne pense pas, et c'est vrai que au fond de moi, j'ai pas envie de croire ça, parce que ce serait quand même terrible de penser que les relations primaires sont devenues toxiques. Après, j'ai entendu un confrère dire une fois que on attendait beaucoup de son travail, peut-être un peu trop même, et que par exemple, avec son mari, on se voit pas beaucoup, ses enfants, sont sur leurs activités. Et comme on passe énormément de temps sur son travail, on attend beaucoup de son travail. Et quand notre travail ne nous renvoie pas quelque chose de positif, ce qu'on dit quelque chose de renarcissisant, ce qu'on dit dans le jargon, ça peut être très difficile, oui, en effet. D'accord. Donc vous pensez, c'est une piste de réflexion, que en fait, en termes de reconnaissance, d'attente de reconnaissance, parfois la barre est mise très haut. Oui, je pense que oui. Vous pensez que oui. Bon, en tout cas, c'est intéressant de pouvoir réfléchir à cette thématique, et puis permettre aussi aux personnes qui sont concernées déjà de commencer un travail pour elles-mêmes déjà, également de prévenir de tous ces risques. Alors, on parle de harcèlement. Dans votre travail, Bénédicte, quels sont les sujets ou les thématiques qui vous passionnent? Alors, donc dans mon travail, j'aime travailler avec tout âge, toute personne différente, les personnes qui viennent de tout venant, parce que chaque personne a une richesse en elle et un parcours de vie bien individuel, bien particulier. Donc ça, j'aime beaucoup cette richesse-là, de pouvoir avoir des enfants, des adultes, des ados. Moi, j'ai travaillé beaucoup donc ce qu'on appelle en périnatalité. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Expliquez-nous périnatalité. Alors, c'est le fait de pouvoir accompagner des parents qui ont des difficultés dans les premiers liens avec leur nouveau-né. Donc ça peut être de différentes manières. Ça peut être soit par une pathologie ou des troubles chez la mère ou le père. Ça peut être soit une histoire de vie difficile avec des traumatismes qui font que cela remonte à la période de la naissance, qui est souvent une période où les parents sont fragilisés parce qu'ils dorment peu, parce que toute sa dynamique familiale est chamboulée et remise en question. Et donc c'est une période que je trouve extrêmement riche, et j'aime beaucoup accompagner ces familles dans la naissance de leur enfant, pour travailler le lien parent-enfant. D'accord, et à travers ce travail, c'est aussi de la prévention. Tout à fait, parce qu'on peut également, je reçois également des femmes enceintes
Oui. Et on peut commencer à travailler ce lien justement pendant la grossesse, travailler sur l'histoire de vie de la personne, voilà, quelles sont ses craintes, quelles sont ses attentes. Donc non, c'est très intéressant. D'accord. Et donc vous travaillez aussi finalement sur la vie de famille. Tout à fait. Tout à fait. Alors, en ayant travaillé excusez-moi. Non, allez-y. En ayant travaillé en centre médico-psychologique, on travaillait, oui, justement, on faisait des thérapies familiales et donc avec l'équipe avec laquelle je travaille. Et c'était très intéressant. Alors, concernant les thérapies familiales, au vu des difficultés, on parle beaucoup aussi de violences intrafamiliales, de difficultés pour certains parents, voilà, de prendre en charge leurs adolescents notamment. Est-ce que vous pensez que les familles sont suffisamment, informées, renseignées sur les aides, les personnes ressources qui peuvent les accompagner aussi dans leur rôle de parents? Je pense que non, que les personnes ne sont pas assez au courant des aides qui existent. C'est quand même assez nouveau quand même de mettre en avant le fait que la maternité, c'est pas quelque chose que de tout rose, que c'est aussi très difficile, que il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de choses qui changent. Et donc voilà, ça commence à avancer. Il y a ce qu'on appelle le réseau périnatalité qui se développe petit à petit en France un peu partout, en Bretagne, et qui se développe là aussi tranquillement. Et donc voilà, non, je pense que les gens sont pas encore assez informés. Mais se renseigner auprès de sa sage-femme, d'aller voir à la PMI, de demander les aides qui existent, ça je pense que c'est très important pour les familles. Les jeunes parents, se renseigner auprès du médecin généraliste, savoir aussi qu'est-ce qu'il peut donner comme conseil, comme information. Pas hésiter à se renseigner. Je pense pour les familles, c'est très important. D'accord. Alors là, on parle effectivement de recueillir des informations pour se faire aider. Nous sommes en Bretagne et la vie de famille, c'est très important. Il y a les racines, les liens. C'est une valeur partagée bien sûr sur tout le territoire, mais en Bretagne, me semble-t-il, la vie de famille, c'est quelque chose auquel on est tous les uns les autres très attachés. Vie de famille élargie, le soin aussi qu'on peut apporter à ses parents âgés. Et ne pensez-vous pas qu'au-delà d'une carence ou d'un manque d'information, les difficultés familiales peuvent être vécues par certaines familles comme un échec et donc peut provoquer une sorte de blocage pour demander à l'aide? Qu'en pensez-vous, Bénédicte Poifolle? Je pense que des difficultés dans les familles, il y en a dans toutes les familles, à différents degrés, bien sûr. Chaque famille a son histoire. Après, il y a des familles, oui, qui par pudeur n'osent pas demander de l'aide, peut-être. C'est pour ça que la sensibilisation, l'information doit circuler à ce sujet, justement pour montrer que voilà, c'est quelque chose de commun et que c'est important, là où il y a des soucis, de la violence, de pouvoir mettre du tiers. Parce que être parent, c'est difficile. C'est quelque chose, c'est un métier très difficile. Et voilà, c'est pareil. Il faut que ça devienne quelque chose de courant, pour justement dédramatiser et les situations et désenquister ces situations. Juste. Alors, on parle des difficultés relationnelles au sein des familles et les personnes également qui souffrent de problèmes psychologiques ont, elles, du mal également à se confier et à demander de l'aide. Qu'en pensez-vous également, Bénédicte? Alors, ça dépend des problèmes psychologiques de la personne. J'ai envie de croire aussi que ça bouge aussi de ce niveau-là. C'est-à-dire que plus ça va, quand même, plus on parle on va chez son psychiatre, on va chez son analyste, voilà. Donc c'est pareil. On est chacun individuellement tous différents. On peut avoir des soucis psychologiques plus ou moins importants.
Mais voilà, ça doit pas devoir bloquer les personnes, justement, elles doivent pouvoir aller se faire aider. Comment je pourrais dire, sans difficulté. Elles sont plus elles s'isolent, plus elles seront en difficulté. Donc il faut pas hésiter à venir parler à un professionnel de santé juste pour au moins se renseigner. Le professionnel de santé, il est affilié au secret médical, il n'a pas le droit d'en parler. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Oui, non, mais tout à fait. Alors c'est vrai que pendant de nombreuses années, alors peut-être moins maintenant, vous avez raison, on associait, voilà, les personnes dans le langage populaire disaient, moi je vais pas aller voir un psychiatre ni un psychologue, je suis pas fou ou je suis pas folle, et donc c'était associé vraiment à quelque chose, si vous voulez, de stigmatisant. Alors qu'effectivement, par le biais et par une accroche concernant via le relationnel, on peut amener les personnes à déjà exprimer leurs difficultés et leur permettre d'avoir une prise en charge. Ça aussi, c'est important, l'accroche. Tout à fait. D'accord. Leur dire qu'il y a plein de possibilités, que s'il y a une solution qui ne leur convient pas, il y en a d'autres, il y a d'autres personnes, il y a d'autres soignants, il y a d'autres et on pourra toujours trouver quelque chose, justement, comme vous dites, pour libérer la parole, pour justement leur apporter du soutien, éventuellement de l'aide. D'accord. Alors voilà, nous arrivons au terme de cette passionnante interview Bénédicte Poifolle. Est-ce que vous auriez un sujet qu'on n'a pas abordé pendant cette interview, mais qui fait partie de votre quotidien de psychanalyste ou tout simplement de citoyenne? Avez-vous un sujet sur lequel vous voulez vous exprimer, un livre à nous conseiller ou une conférence? Alors, je pensais justement rebondir un peu sur le harcèlement. Donc je vous ai parlé du livre de Marie-France Irigoyen, donc sur la violence perverse au quotidien. Mais il y avait aussi un livre très intéressant écrit par Delphine de Vigan, oui. Les heures souterraines, qui est sorti en 2009, de chez Flammarion. Pareil, qui trace l'histoire de deux personnes qui travaillent en région parisienne, je crois, et qui sont victimes de harcèlement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes ont toutes les deux en commun une période de fragilité. C'est-à-dire que l'un a perdu un conjoint, je crois, et l'autre, une maladie, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, en fait, le harcèlement aussi, c'est ça. C'est aussi... on ne sera pas harcelé à n'importe quel moment dans sa vie. C'est-à-dire qu'on risque d'être harcelé à un moment où on est plus fragile. Mm-hmm. Et ça, des personnes, justement, une sensibilité peut-être un peu plus perverse, vont réussir à sentir ça et à appuyer là, au moment où on est le plus vulnérable. Et voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi cette part-là. C'est-à-dire quand la personne est victime de harcèlement, c'est qu'à un moment dans sa vie, elle est un peu plus fragilisée et plus sensible à ce harcèlement. Oui, je comprends qu'effectivement, il y a un terrain concernant chacun d'entre nous, qu'il y a des points de vulnérabilité, que si on ne se connaît pas assez, eh bien, on peut être victime d'une situation qu'on ne peut pas maîtriser. Même si on se connaît bien, ça peut arriver. Même si on se connaît bien, oui. Même si on se connaît bien. Et en tout cas, c'est allez-y, ma Bénédicte. Ce que je pense, c'est qu'il y a toujours des aides, faut pas hésiter au travail. Il y a le médecin du travail, il y a des psychologues au travail. Même si on a des doutes, si on n'est pas sûr de soi, souvent il y a un peu de culpabilité ou de remise en question beaucoup dans le harcèlement, à les consulter quand même. Si on a un doute, c'est pas normal, il faut aller voir. Et pareil à l'école. À l'école, aller voir la psychologue de l'école, l'assistante sociale. Pas hésiter justement à demander de l'aide et à mettre du tiers dans une situation qui est compliquée. En fait, oui, le harcèlement, la prévention, c'est l'affaire de tous. Rappelez-nous les références de cet ouvrage, Bénédicte.
Alors, Delphine de Vigan, celui de Delphine de Oui, Vigan. tout à fait. Oui, Les Heures souterraines, qui est sorti en 2009 de chez Flammarion. D'accord, chez l'éditeur Flammarion. Nous le mettrons sur notre page Facebook Radio Rivage. Eh bien, merci Bénédicte Poifolle de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. D'avoir accepté d'échanger sur ce douloureux sujet qu'est le harcèlement, qu'il soit scolaire, qu'il soit au travail. On comprend aussi que c'est l'affaire de tous, que l'enjeu, c'est effectivement de comprendre ce qui se passe et que les personnes peuvent, si elles réfléchissent bien aux différentes personnes de ressources qu'elles peuvent contacter, entrer dans un parcours d'écoute et d'accompagnement. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Je remercie Marie-Noël et Anne-Sophie qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand au son, au montage, à la technique qui m'assiste à chacune de mes émissions. Je remercie les auditeurs de Radio Rivage pour leurs nombreux messages concernant les interviews qui les passionnent visiblement. Merci pour mon émission Au fil du lien. Cette semaine, Radio Rivage consacre ses interviews au harcèlement, qu'il soit scolaire ou au travail. Merci pour votre confiance. Merci encore à vous, Bénédicte. Merci. À très vite aux auditeurs de Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.